Alors, j'espère que vous n'avez pas peur du ridicule aujourd'hui. C'est bon. Donc, c'est un talk, c'est Chuck Norris qui parle, à la place de Antoine qui devait faire ce talk. Antoine, vous ne pouvez pas le manquer, il ressemble au héros de One Punch Man sans la cape jaune. Voilà. Il est là-bas, il rigole parce que je devais me le tartiner au moins une fois pendant ce talk. On va vous présenter un mini-projet d'un peu de niche topomatique et je rentre direct dans le jus puisqu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Alors, le problème, partez du principe que vous êtes on-prem ou bien dans un data center ou bien que vous faites du bare metal chez un cloud provider. En tout cas, vous n'êtes pas dans du public cloud. D'accord ? Là, on représente 3 cases avec 3 hyperviseurs, donc 3 machines qui jouent le rôle de virtualisation. Et à l'intérieur, on met des workers. Donc vous avez 3 hyperviseurs, 6 nœuds Kubernetes à l'intérieur. On les a nommés pour que ça soit bien compréhensible. Si on regarde un cluster cube, là vous avez une vue K9S, on retrouve bien les 6 workers Kubernetes qui s'appellent Node 1A, Node 1B, Node 2, Node 2, Node 3, Node 3. Ça vous redonne l'explication que Node 1A et Node 1B sont sur une seule machine, un seul hyperviseur. J'y reviens si vous avez des questions. Ensuite, on lance un workload avec 2 réplicas et puis naturellement Kubernetes. En tout cas, il y a une grande chance que Kubernetes se retrouve à lancer les 2 réplicas sur le node 1A que vous voyez là et le node 1B que vous voyez en dessous. Alors, est-ce que vous voyez le problème? C'est que là, on a lancé 2 réplicas de notre application sur en fait un seul hyperviseur, sur en fait une seule machine physique. Et donc, bon, on pourrait se dire... ouais, je ne mets pas d'où je veux, surtout dans ton... non, surtout dans la même AZ. Bah, manquer, ce n'est pas la bonne solution de mettre les potes dans la même AZ. Donc, on va arriver, on va voilà, mettre un gros coup de latte dans l'hyperviseur et voir un petit peu ce qui se passe. Sans surprise, les 2 nœuds deviennent indisponibles au niveau de cube et les 2 réplicas de notre application sont KO. Résultat, j'ai un impact sur le service. Alors, ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, ce qu'on aimerait en général, c'est avoir un fonctionnement de Kubernetes qui se mette en route. Typiquement, vous connaissez peut-être, qui connaît topologie Kubernetes IO Zone comme label? Allez, un quart de la salle. Donc, ce label-là, quand vous l'ajoutez sur un nœud, ça précise à Kubernetes une zone de disponibilité. D'accord ? Et on va travailler là-dessus. Ça fait partie des topologies spread constraint. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on n'a pas le temps, mais c'est un mécanisme de Kubernetes. C'est configuré par défaut. Vous n'avez rien à faire, mais vous pouvez en plus l'enrichir si vous le souhaitez. Alors, moi, je vous le dis clairement, Chuck Norris ne met pas à jour les labels. Hein. C'est les labels qui se mettent à jour tout seuls par respect. Donc, ou bien, on demande à Topomatic. C'est la deuxième option. Alors, on va peut-être plutôt partir sur cette option-là. Là, c'est le moment génuflexion. Alors, la petite démo, bon, en fait, elle est préenregistrée, donc l'effet n'en sera que meilleur. Je reviens au début de la démo, s'il te plaît. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on installe Topomatic avec un petit Helm install. C'est la version 1.1. Ensuite, je lance un K9 et je regarde dans le cube. Je vais voir le namespace Topomatic et je vais avoir tout simplement 6 composants, 6 réplicas de Topomatic. C'est en fait, vous l'avez deviné, un daemon set et ça consomme très peu de ressources, mais ça va nous servir à créer la haute disponibilité qu'on souhaite. Une fois que j'ai lancé Topomatic, on va aller voir la configuration de Topomatic. Alors là, ça va vous intéresser un petit peu plus. Vous voyez que dans la conf, on précise qu'on va créer en fait le label et on va l'instruire avec... Alors là, on pourrait utiliser plein de choses, c'est du Jinja. Mais on va rajouter un hostname et on va récupérer ce hostname avec LLDP. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent LLDP? Eh bien, c'est bon, on a ramené tous les ingénieurs réseau de la conf, ils sont ici. Puisque LLDP, tout le monde, je pense, ne connaît pas. C'est un protocole qui permet sur un lien réseau d'annoncer qui on est. Donc là, on va utiliser cette mécanique pour que l'hyperviseur qui est en dessous annonce aux nœuds Kubernetes qui sont au-dessus, tiens, je suis l'hyperviseur, voici mon nom. Et Topomatic va récupérer ce nom-là et l'injecter comme une AZ. Donc, si je prends un peu de recul et que je réexplique, on prend le nom de l'hyperviseur et on utilise ça comme une définition d'AZ. On définit donc, il y a 3 hyperviseurs, ça fait 3 AZ. Je vais laisser la démo parce qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Et je vais y revenir. Alors, vas-y, la démo, il nous reste 5 minutes, dépêche-toi.
Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va aller se connecter, installer LLDPD donc sur les hyperviseurs. Là, en l'occurrence, c'est du Proxmox avec une Debian. Donc, j'installe un démon LLDPD qui va commencer à annoncer l'information, le nom des hyperviseurs. Ensuite, je vais voir Topomatic à l'intérieur des réplicas et je vais voir un truc très intéressant, interface ENS18. Donc, Topomatic a bien détecté l'interface réseau et a bien reçu le hostname de l'hyperviseur que vous voyez, PVE devel R1 Z2-1. Donc ça, c'est le nom du premier hyperviseur qu'on a vu dans notre schéma du début. Et on peut continuer à regarder sur, le deuxième nœud. Donc ça, c'est le node 1A. On a bien le label qui a été ajouté. Ensuite, il y a le node, vas-y, continue, le node 1B. On va retrouver le même label. Donc le même nom d'hyperviseur, donc la même zone de disponibilité. Et par contre, si on continue sur le nœud 2, là on va retrouver un label, vous voyez le -2 à la fin. Donc on parle bien du deuxième hyperviseur. En bref, sur ces 6 nœuds, on a associé les nœuds à 3 AZ. Et donc on a instruit Kubernetes pour qu'il puisse, grâce à ces labels, grâce au mécanisme de topologie spread constraint, de dispatcher la charge correctement. Alors, on va mettre un gros coup de latte sur les pods, si la démo veut bien avancer. Je détruis les pods, et là, avec ces nouveaux labels, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec node 2D et node 3F. Donc là, cette fois-ci, on peut applaudir. Merci, Kubernetes a fait le travail. Et on ne s'arrête pas là. Touc, on revient sur la presse. Hop. Alors, pour finir, et après éventuellement on aura le temps pour une ou deux questions, je suis désolé, je suis ultra speed, mais bon, il n'y a pas le choix avec ce format de talk. On aurait voulu en parler plus longtemps. Vous venez nous poser des questions si vous en avez derrière. On vous a présenté dans cette démo le mécanisme avec LLDP qui est assez puissant puisqu'il fonctionne aussi bien sur des solutions de virtualisation, quelle que soit la techno, que des machines bare metal directement. Puisque en fait, les switches que vous avez en dessous du bare metal peuvent annoncer leur nom et peuvent comme ça aider à créer des AZ en fonction de data center par exemple. Point important aussi, si vous déplacez une machine d'un data center à un autre ou vous déplacez une VM, un nœud Kubernetes de votre virtualisation sur un autre hyperviseur, eh bien avec le LDP, Topomatic voit bien la différence, met tout à jour et vous respectez un peu les concepts. Alors, on a eu un autre cas d'usage, c'est quand on utilise du matériel. Peut-être que vous connaissez tout ce qui est Blade, et maintenant, c'est un peu plus régulier d'avoir plutôt des châssis multi-machines. Là, vous avez un dessin d'une machine, je crois que c'est du Supermicro, mais ça existe chez Dell aussi. Vous allez vous retrouver avec 4 cartes mères, 4 machines dans un seul châssis avec une seule arrivée doublée électrique. Ce qui veut donc dire que si vous mettez vos pods sur n'importe laquelle de ces 4 machines, il suffit que le rack soit en rideau, que la ligne électrique soit en rideau, et vous n'avez pas la haute disponibilité promise. Donc, dans Topomatic, on a implémenté tout ce qui est DMI BIOS Discovery, qui permet d'aller chercher non seulement le numéro de série de la carte mère, mais surtout le numéro de série du châssis que vous voyez là, qui contient les 4 machines. Et là, on recrée encore une fois une zone de disponibilité, et on permet à Kubernetes d'avoir cette information cruciale. Allez, il nous reste 1 minute 30 en speed. Donc, côté hostname, là, c'est très simple. Si vous faites l'effort de nommer vos noms de machines correctement, eh bien, Topomatic, avec une regex, peut reconnaître le nom de la Z dans le nom de la machine. Ça peut servir si vous avez cette façon de faire propre et que vos machines sont relativement statiques. Ensuite, on a en roadmap le fait de détecter les subnets dans lesquels on se trouve. C'est-à-dire que l'agent Topomatic qui tourne sur le nœud voit sur quel subnet on est et on devine, entre guillemets, l'infrastructure sous-jacente, détecte qu'il est sur éventuellement un data center différent ou bien un réseau ou un équipement différent. Et on a enfin tout ce qui est taint management. Donc là, l'idée, c'est de ne plus, pas forcément mettre de label, mais à contrario, si on sait que notre 3e DC, il est en carton, et qu'il n'y a pas d'électricité redondée, on n'a peut-être pas envie d'envoyer la prod sur le 3e DC en carton. Ben là, éventuellement, Topomatic peut détecter grâce à n'importe quoi, l'LDP, DMI, hostname, et rajouter des taints à la volée pour que vous respectiez vos enjeux de disponibilité. Alors, il nous reste 25 secondes, c'est pas trop mal. Le projet open source, il est disponible, il tourne en production sur de nombreux clusters, parce que chez Enix, on fait pas mal d'infogérance en data center, etc. On a une loterie à la Café Enix.
Et je suis obligé de dire, pour terminer, vu qu'il reste 10 secondes, vous pouvez choisir Topomatic ou vous pouvez choisir de découvrir la forme des bottes de Chuck Norris dans votre derrière. Voilà, merci à tous, c'est terminé.